Réflexion culturelle. 9. Idéologie, politique et débat citoyen. 1. Culture et idéologie. Les principaux médias actuels précédemment explorés en tant que moyens de communication collective et dont les conditions d'usage tempérants ont pu être utilement soulignées, véhiculent chaque jour une infinité de contenus culturels inévitablement associés à un ou plusieurs points de vue idéologiques, dans le sens d'une certaine vision du monde dictée par un prisme particulier devenu plus ou moins prioritaire, pour ne pas dire souvent obsessionnel. À consulter les listes interminables de concepts assimilables à des idéologies, il semble que virtuellement, tous les mots susceptibles d'accepter une terminaison en « i » ou « isme » méritent l'appellation ici considérée, y compris s'agissant des visions ô combien subjectives, historiquement déterminées et déterminantes, de très nombreux penseurs et autres personnages politiques influents, et ce, même lorsqu'aucun corpus intellectuel cohérent ou explicite ne saurait être attribué à l'intéressé, s'agissant en particulier de la quasi-totalité des politiciens de passage, à l'instar des successeurs d'un Charles de Gaulle, pour ce qui concerne la Ve République française, du moins s'il faut en croire leur contradiction permanente entre les discours et les actes. Cela dit, on peut considérer a priori que tout est idéologique, sans pour autant jamais être assimilable à une seule catégorie, tant semble évidente la complexité des influences culturelles en jeu, et il ne fait ici aucun doute que le délaudisme, le bi-économisme et pourquoi pas même le tempérisme sont de nouvelles rubriques s'ajoutant à la liste, dans le noble espoir de correspondre aux besoins historiques d'une toute nouvelle cohérence, une recette sociétale inédite qui, pour originale qu'elle soit, ne saurait utiliser que les ingrédients habituels, tant il est vrai que rien ne se crée et que tout se transforme. L'important est que ladite recette soit en mesure d'apporter un plus historiquement sans précédent et susceptible de rassasier une faim culturelle curieusement assimilable, en l'occurrence, à une soif de justice et de paix. Aussi nombreuses soient-elles, les idéologies semblent pouvoir se classer d'une part, selon la prédominance visible de telle ou telle face pyramidale en tant que berceau de leur discours, sachant que les trois autres côtés s'en trouveront au minimum impactés et le plus souvent associés, et d'autre part, selon la surface qu'elles recouvrent, tout particulièrement sur leur côté prédominant. Par exemple, les idéologies religieuses, vues en tant que pouvoir politique dicté par des principes théologiques, s'établissent et se développent principalement sur la face dite culturelle de la pyramide propre à telle ou telle société, non sans impliquer la plupart du temps des conséquences politiques, sociales et économiques, via un pouvoir absolu de droit divin, la réglementation correspondante des mœurs et autres coutumes éducatives, alimentaires, vestimentaires, festives, ainsi que l'arbitrage fiscal et juridique ou moral des relations économiques. Par ailleurs, dans la mesure où une religion se définit hélas surtout par des dogmes et rites culturellement limités et figés en fonction d'un lieu et d'une époque, pour une population d'élus excluant de façon plus ou moins radicale les religions concurrentes ainsi que les non-croyants, elle s'interdit de fait tout universalisme tolérant susceptible de couvrir la face pyramidale culturelle dans son entier, ce qui relativise grandement sa portée et son intérêt vis-à-vis de critères humanistes de facto supérieurs, puisque ces derniers tolèrent toutes les croyances et non-croyances respectueuses des principes démocratiques. En tant que données humaines historiquement essentielles ou faits de société, foi, religion et philosophie feront l'objet du prochain chapitre. Mais pour l'heure, sous leur angle idéologique, force est de constater que l'impact historique des diverses religions a toujours été et reste encore fondamental, ne serait-ce qu'inconsciemment, via le bain culturel multiséculaire qui perdure en tout lieu, même chez les non-pratiquants et autres non-croyants, à l'instar d'une rémanence rétinienne qui serait devenue pratiquement ineffaçable. Dans une dimension nettement plus terre-à-terre, le capitalisme, comme le libéralisme, bien avant d'être formulé en tant que corpus culturel toujours évolutif au gré des théories, semble avant tout tenir de la pratique socio-économique spontanée par le jeu de la concurrence matérielle face à la rareté des ressources, impliquant dès lors, et en tout premier lieu, la face économique stricto sensu de la recherche du profit et de l'enrichissement individuel, ce qui détermine les rapports sociaux de sa contreface pyramidale,
avant même de se traduire sous une forme politique de plus en plus consciente et directive. Par exemple, à travers le néolibéralisme mondialiste, dictant encore les politiques économiques nationales et internationales, avec les succès sociétaux que l'on sait. Bien qu'historiquement devenue aussi utile qu'omniprésente, la loi du marché privé propre à cette idéologie aboutit, comme on l'a vu, et de par ses propres ressorts, à l'exclusion et à l'exploitation chronique d'un nombre toujours croissant de travailleurs consommateurs sous le joug d'une minorité qui s'impose par les armes contemporaines de l'argent, tout en se légalisant peu à peu via les conséquences politiques de monosystèmes illégitimes, dans la mesure où ces derniers interdisent aux dits travailleurs consommateurs et autres exclus de devenir citoyens à part égale minimale sur les 4 faces de l'édifice sociétal, le tout par le biais de constitutions bancales et par trop incomplètes. Pour corroborer la pertinence de cette présentation pyramidale, on peut également penser au pouvoir acquis par la violence physique la plus primaire qui soit, quelle que soit la sophistication des armes, ce qui, à l'échelon d'une société humaine donnée, correspond à une primo-initiative propre à la face sociale de la loi du plus fort, avec ou sans prétexte culturel correspondant, pour s'établir au final sous forme de pouvoir politique et de raquette économique absolue, ce qui fut le propre de la logique d'expansion territoriale des seigneurs féodaux de jadis, et caractérise aujourd'hui toute forme de dictature corrompue installée par les armes, même si une sorte d'habillage culturel minimal est également nécessaire pour justifier les pires violences et surtout pérenniser la domination. Au fil du temps, l'agrégation des humains en communautés de plus en plus nombreuses et structurées équivaut à la construction de pyramides sociétales toujours plus hautes et volumineuses, au gré d'une relative continuité propice à la prédominance de la face politique ou institutionnelle, sachant que les flux innervant l'ensemble sociétal font progresser et, hélas, périodiquement régresser l'humanité, peu ou prou, à la façon de la spirale d'un ADN collectif déjà mentionné au cours de ses réflexions, sous l'appellation d'une histoire diagonale, associant à tour de rôle les faces sociales, économiques, culturelles et politiques de toute collectivité, un tant soit peu cohérente et évolutive. S'agissant pour ce livre 3 de la dimension culturelle, et dans une perspective toujours résolument universaliste, il est indispensable de se concentrer sur les idéologies les plus systémiques ou sociétalement générales, c'est-à-dire qui s'imposent plus ou moins à tous les citoyens d'une même population, se considérant comme un pays ou une nation, en supposant par là même une cohérence minimale des 3 autres faces pyramidales, ce qui est en principe la définition basique de la moindre souveraineté collective, et ce, nonobstant les violentes remises en cause contemporaines de ce principe de liberté partagée via les multiples abus politiques, socio-économiques et culturels si destructeurs qui sont déjà largement identifiés. Dans un autre ordre d'idées, et surtout de proportions, les idéologies que l'on peut décrire comme intrasystémiques ou subsystémiques correspondent quant à elles à des prismes d'opinion plus spécifiques, minoritaires ou majoritaires, mais ne visant délibérément qu'une partie de l'ensemble sociétal, si ce n'est en raison de principes qui peuvent parfois être universels, du moins par le biais des actions et comportements qu'elles peuvent induire, sachant que ces logiques de pensée feront l'objet de l'avant-dernier chapitre de ce 3e livre, traitant des conflits culturels intra- et intersociétaux. À titre d'exemple, l'antiracisme, en tant que valeur culturelle prônant l'égalité objective de tous les êtres humains, quelle que soit leur ethnie, leur culture ou autre couleur de peau, fait de facto partie des valeurs démocratiques les plus universelles, puisque son principe n'exclut personne. Mais cette juste cause ne doit s'entendre que dans la seule limite d'une égalitarisation légitimement revendiquée, sur le modèle du pacifisme universaliste de Martin Luther King ou Nelson Mandela, c'est-à-dire sans aucun esprit de revanche ni de retournement ou enfermement racialiste visant à inverser purement et simplement les rôles de surdomination illégitime. Sinon, le dépassement de l'équilibre visé revient aussitôt à exercer une violence, une discrimination exagérément réactive qui exclut et réduit d'autant la surface culturelle souhaitable du véritable antiracisme sur le côté pyramidal correspondant sous forme de rejet d'autrui. À la lumière déjà intellectuellement pertinente de la tempérance délodiste et bi-économique,
On comprend de même que, par exemple, le féminisme, à l'instar de la défense des droits des citoyens LGBTQ+, n'exprime une idéologie légitime et universaliste qu'en tant que besoin de justice ou d'égalité, à la fois socio-économique, culturelle et politique entre tous les humains, quelle que puisse être leur identité ou évolution sexuelle. Alors que cette première et noble exigence, sitôt radicalisée en détestation ou exclusion amalgamesque des hommes en tant que mâles, de quelque manière que ce soit, devient une sous-idéologie sectaire qui ne saurait dès lors concerner tout au plus que la moitié des citoyens en qualité de citoyennes, perdant ainsi sa portée universaliste en proportion d'une violence ou injustice aussi aveugle que celle qu'elle condamne. Ainsi, la vie quotidienne des humains regroupés en société finit-elle toujours par produire de façon plus ou moins improvisée une sorte de bain sociétal diffus, en constante évolution, propre à développer une conscience d'appartenance communautaire historiquement déterminée, un ensemble suffisamment cohérent de valeurs morales dont certaines sont hélas majoritairement admises de force chaque fois qu'elles sont minoritairement imposées. Or, les honteuses périodes de congélation, voire de régression, que représentent les régimes les plus violemment autoritaires, le bouillonnement quasi permanent qui caractérise toute société humaine suffisamment libre d'évoluer, maintient en concurrence nombre d'idéologies ou constructions philosophico-comportementales minoritaires et majoritaires, sachant qu'hélas, en contexte pré-délodiste, faute de fondation égalitaire minimale bi-économique, toutes les sociétés de type monosystémique se trouvent condamnées à une domination de plus en plus minoritaire au fil du temps, jusqu'à atteindre fatidiquement le point critique de non-retour déséquilibrant l'édifice sociétal, ce qui fait aussitôt exploser le consensus idéologique de ce dernier en de trop nombreuses sous-idéologies désuniversalisatrices, à mesure que celles-ci deviennent plus sectaires, violentes ou radicales. En quelque sorte, la société peut faire sens commun tant que la plus grande majorité possible constate que ses droits légitimes les plus universels sont suffisamment respectés. De même qu'une société ne développe totalement sa légitimité objective qu'en fonction directe de sa tolérance vis-à-vis de chacune des différences minoritaires assumées, tandis que toute décadence ou autre délégitimisation correspond à l'apparition de fissures subsociétales ou groupusculaires toujours plus éclatées et agressives, comme c'est hélas aujourd'hui le cas de la France, illustrant ces réflexions. Face à la multiplicité des idéologies attachées à des courants de pensée collectifs ou à des destins de leaders politiques d'envergure plus ou moins historique, il va de soi ici que toute prétention à l'exhaustivité serait vaine, ce qui n'empêche aucunement de s'en tenir aux principales tendances, s'agissant de culture politique factuelle, plus encore que conceptualisée. En effet, au-delà des infinies nuances qui satisfont au bonheur des thésards et autres exégètes, les pratiques politiques les plus incontournables ne sont certes pas légion et oscillent toujours, peu ou prou, entre la liberté totale d'un anarchisme idéalisé et la contrainte tout aussi absolue de la pire des dictatures imaginables. D'où les libertés de réflexion prises dans ce chapitre en termes de relatif survol, d'autant plus facilement que de nombreux aspects institutionnels ou historiques ont déjà été explorés dès le premier tome des Tempérants. Reste à savoir pour autant, en résumant les données historiques fondamentales à ce que chacun est supposé comprendre via son éducation, dans quelle mesure le délodisme, le bi-économisme et le tempérisme peuvent répondre aux défis actuels de l'humanité, sous l'angle de la culture et de la pratique politique que supposent tant de débats idéologiques, et toujours dans la seule perspective d'un humanisme universel promouvant la justice et la paix. Dans quelle mesure les éternels débats afférents sont-ils tout à la fois le résultat et le mode opératoire culturel des sociétés prétempérantes de type monosystémique? Quel sera l'apport des présentes réflexions et de leurs solutions encore inédites sur les néo-débats idéologiques des sociétés à venir? En quoi l'idéologie quadridimensionnelle tempérante permettra-t-elle de progresser enfin aussi objectivement que possible sur la voie de l'universalisme, peut-être jusqu'au point idéal d'objectiver l'essentiel des rapports humains et politiques via un caractère ou une nature intellectuelle plus scientifique qu'idéologique? L'heure est donc venue de confronter à nouveau le délodisme aux solutions sociétales qui l'ont précédé, mais cette fois-ci du point de vue plus culturel des débats idéologiques.
dans le but de dessiner bientôt un cadre constitutionnel propre à garantir la justesse et la justice que suppose une démocratie apaisée, associant enfin majorité et minorité au sein d'un utile débat républicain devenu mutuellement respectueux. 2. Les principales idéologies politiques systémiques. Bien qu'issues d'un empirisme historique très aléatoire, la quasi-totalité des idéologies politiques systémiques expriment une cohérence institutionnelle et fonctionnelle à travers la justification intellectuelle du cadre sociétal répartissant la hiérarchie des pouvoirs de décision. Cela correspond à une forme de conscientisation des us et coutumes sur une échelle variable définissant une souveraineté précise, dont l'éventail de possibilités peut être utilement résumé aux 3 situations de l'anarchie, du totalitarisme autocratique et des innombrables nuances d'oligarchie et autres pseudo-démocraties s'établissant entre ces 2 extrémités. Les cadres institutionnels et administratifs découlant de ces options doivent être distingués des idéologies politiques que l'on peut considérer comme intrasystémiques, désignant en réalité les options politiques en matière de choix de société via les débats d'idées suscitant l'évolution des lois et des réglementations, autrement dit, la finalité des décisions politiques en tant que stratégie collective, toutes choses traitées dans une section prochaine de ce même chapitre. Dans son acception idéalisée, l'anarchisme théorique semble se définir comme l'affirmation et la jouissance de la plus absolue liberté individuelle et partagée, via l'absence totale de la moindre autorité supérieure et extérieure à chaque individu isolé ou regroupé en société, supposant dès lors une tempérance et une responsabilité que chacun est censé assumer en pleine conscience, comme s'il était possible à tous les citoyens individus de deviner et d'appliquer intuitivement la recette de l'équilibre sociétal quadridimensionnel. La mise en commun de toutes les richesses via un partage spontané, ainsi que l'attention mutuelle d'un égalitarisme total en matière d'initiative ou de décision, font hélas rêver à un mode de vie utopique, dont les plus proches exemples se limitent à des micro-sociétés de volontaires, peu ou prou équivalentes à une vie familiale ou clanique isolée, d'autant plus facilement autogérée qu'elle sera plus autarcique, et dès lors déconnectée de tout lien extérieur, sans aucune augmentation d'échelle possible, afin de préserver une solidarité vitale, en réalité plus interindividuelle que sociétale. Outre le fait que dès les plus petites entités regroupées, les principes d'égalité et de liberté se contredisent déjà via la différenciation propre à chaque individualité, ne serait-ce qu'en termes de capacités innées ou acquises, tant physiques que mentales, cet anarchisme idéalisé ressemble à s'y méprendre à la vision paradisiaque d'individus ou de petits groupes séparés les uns des autres au sein d'un environnement généreux, supprimant tout risque de compétition, situation qui ne saurait correspondre qu'aux conditions de vie de tribus totalement isolées ou de volontaires dégoûtés de la société contemporaine et dont la réaction de rejet et de repli peut curieusement trahir une forme d'individualisme exacerbé, autant que de sectarisme partagé dans un entre-soi aussi réactif que rétrograde. Dans la pratique, toutes les expériences d'anarchie absolue sont vouées à l'échec sitôt que l'échelle sociétale augmente, en fonction très logiquement directe de la multiplication des contacts d'interdépendance, aboutissant inéluctablement au triste état de nature décrit par Hobbes, ce qui est tout sauf surprenant en l'absence de la moindre règle du jeu ou loi contraignant légitimement la liberté individuelle. D'où la réalité négative de l'anarchisme, réduit à l'expression de la désorganisation et de la violence de chacun contre tous, et plus encore au refus stérile de chaque forme d'autorité, suivant la pente d'un défoulement destructeur, certes compréhensible en tant que réaction irrépressible à des abus de pouvoir illégitimes, mais en totale contradiction avec son idéal pacifique et sans la moindre solution de remplacement sociétalement viable. Pour autant, l'anarchisme résume déjà, à sa manière idéaliste ou violemment réactive selon le cas, le dilemme de l'équation délodiste et bi-économique, en suggérant que la société n'est après tout qu'une sorte d'individu augmenté, un léviathan ou méga-individu dont la croissance numérique doit, bon gré mal gré, maintenir les équilibres vitaux devenus de facto communs, sociaux ou mutuels, tout en préservant le maximum de liberté possible pour chacun de ses membres. La liberté idéalisée par les anarchistes peut rester totale dans un cadre tempérant, à condition
dès le stade d'une société de deux individus adultes, tels qu'un couple, que chacun se subdivise en deux natures complémentaires, selon la double essence induite par la moindre coexistence. Ainsi, chaque liberté individuelle peut-elle rester entière tout en se socialisant partiellement, en adoptant pour moitié la forme partagée que suppose toute société, au sens politique du terme, ce que représente en l'occurrence le domaine public à travers le principe d'une gestion démocratique préservant une égalité décisionnelle absolue, et que l'on peut décrire par l'appellation de liberté sociale ou sociétale, par laquelle chaque individu devient une personne en même temps qu'un citoyen, tandis que pour l'autre moitié, la liberté individuelle, au sens propre et originel du terme, se trouve à la fois préservée et dotée de moyens et d'un cadre très supérieur grâce à la synergie commune. La nature des humains étant en réalité double dès leur naissance, puisque cette dernière ne saurait avoir lieu sans société minimale, la dualité fondamentale de l'équation en jeu se résout sous la forme de partition-répartition garantissant l'existence de chaque humain dans ces deux dimensions complémentaires, tandis que la préservation optimale de l'égalité, ou plutôt des deux natures d'égalité, implique logiquement la pratique du calcul minutaire minimum-opti-maximal à 50% brut, en tant que seule façon de respecter la valeur objective invariable de toute vie humaine, avec en prime l'avantage sans précédent d'éviter enfin les abus ou autres violences vitales, systémiques ou réactives. Les principes délodistes, bi-économiques et tempérants, répondent ainsi à la folle espérance de l'anarchisme pacifique et humaniste, en permettant à chacun de comprendre et de calculer en toute transparence collective les limites ou conditions du partage sociétal équitable, tout en autorisant une vie en société sur une échelle élargie en fonction de besoins rationnellement tempérés, en particulier via l'autogestion locale et un néolocalisme écologiquement proportionné, tandis que la même recette s'avère tout aussi utile et pertinente s'agissant des équilibres relationnels interindividuels jusqu'à la plus petite échelle d'un simple couple, même si dans cette duocratie, sentiments et ressentis sont censés remplacer tout calcul, tant il est vrai que le bien-être ensemble suppose à part égale le partage et le respect. Il apparaît donc que le délodisme, par sa néo-gestion politique aussi directe, égalitaire et transparente que possible, et à condition de se concrétiser dans sa dimension sociale sous forme de partition-répartition bi-économique via le minimum-opti-maximum, saura répondre à l'aspiration de liberté responsable qui sous-tend l'idéal pacifique des anarchistes du genre Peace and Love, tout en apaisant les conditions sociétales par la suppression des abus qui alimentent entre autres les pires contre-violences anarchistes du genre Black Bloc. À l'autre extrémité du spectre politico-idéologique, l'autocratie, l'autoritarisme, l'absolutisme et la dictature se résument à l'usurpation de tous les pouvoirs et de toutes les libertés politiques entre les mains d'une seule personne, le plus souvent autodéclarée suprême lorsque ce n'est pas par simple héritage, sur la base indispensable d'une supériorité militaire, idéologique ou économique, sachant que l'appropriation de la puissance n'est vraiment complète que lorsqu'elle mixe savamment ces trois modes de domination. Qu'il s'agisse d'un système théocratique ou laïque, la manipulation des corps et des esprits suppose le corollaire d'une faiblesse ou fragilité culturelle de la population ainsi prise en otage, du moins vis-à-vis des principes universels humanistes et démocratiques, voire d'un affaiblissement, d'une grave régression culturelle temporaire résultant d'une situation de crise propre à susciter tous les extrémismes, comme ce fut le cas des Allemands du siècle dernier sous leur joug nazi. De ce point de vue, les dictatures jouent le triste rôle de remise en ordre violente d'une société devenue ingérable et, pour ainsi dire, anarchique dans la pire acception du terme, ce que les tendances populistes les plus dangereuses confirment périodiquement suite aux crises historiques des sociétés monosystémiques et en particulier pseudo-démocratiques. Quelles que soient donc les justifications improvisées sous l'effet des circonstances, le résultat est le même et se résume à la confiscation pure et simple de tous les droits politiques, à la négation de la moindre liberté d'expression, ce qui se traduit par une société policière, physiquement répressive et délibérément antidémocratique, dont le couvercle par trop artificiel ne peut qu'encourager à terme, et à défaut d'un effondrement suite à quelques défaites guerrières,
l'explosion future d'une révolution bien méritée, hélas, sans que cette dernière puisse garantir un progrès social un tant soit peu durable, faute de solutions d'équilibre délodistes, bi-économiques et tempérantes. Ainsi se succèdent les remises à l'heure douloureuse pour purger les abcès sociétaux, tandis qu'en lieu et place d'évolution, les révolutions ne changent au mieux que les têtes des surdominants. Sous l'éclairage de ces réflexions, les innombrables formes de pouvoir assimilables à une dictature absolue et les excès de liberté tout aussi délétères de l'anarchie factuelle constituent les deux pôles opposés de la réalité historique conflictuelle du rapport individu-société, dans la mesure où la dite réalité se résume à une seule personne dans le premier cas, tandis que chaque individu se prend pour une micro-société dans le second, ce qui se paie indifféremment par les affres réciproques d'une fausse paix ou d'une vraie guerre, que l'une ou l'autre s'avère civile ou internationale, sitôt la contradiction exportée. Dans les deux cas, il n'est aucune place disponible pour les valeurs universelles et démocratiques, par excès ou absence totale de liberté, puisque les divisions d'une anti-répartition absolue séparent et opposent toujours plus violemment les protagonistes. Ces deux extrémités historiques sont dès lors associées à un manque de conscientisation sociétale des valeurs universelles, voire plus fréquemment encore, aux conséquences autodestructrices des abus sociétaux prétempérants, prédélodistes et avant tout monosystémiques, attestant en creux la nécessité absolue et l'intérêt sans précédent d'une évolution prochaine dûment bi-économique. L'acquisition du pouvoir politique par la force se double le plus souvent d'une indispensable dimension mystique ou religieuse, dans la mesure où, dès les toutes premières sociétés humaines, la conscience de la mort a procuré aux sorciers, mages et autres devins ou sages une effective supériorité d'ordre mental, psychologique et surtout spirituel, parfois plus efficace que les qualités physiques du meilleur chasseur-guerrier pour gouverner la tribu, et l'histoire de l'humanité, hormis les relatives lumières semi-démocratiques et républicaines, a associé plus ou moins directement les notions et fonctions de pouvoir à celles de droit divin, via le besoin de sacraliser le chef pour éviter toute remise en cause, quitte à déguiser l'autorité sous des apparats et protocoles devant impressionner le peuple et différencier l'élu pour le rendre surhumain. Maints royaumes et empires ont ainsi pu fleurir sur tous les continents, sous une forme tantôt directement théocratique, tantôt nécessairement associée entre pouvoir temporel et spirituel, à la façon d'un copilotage intéressé. Bien que des réflexions plus détaillées sur le rôle sociétal des religions soient prévues au prochain chapitre, il est utile de remarquer ici qu'à l'instar de l'opium du peuple décrit par un Karl Marx, les influences morales, et plus encore légales, des religions, ont suscité les toutes premières constitutions de fait, selon une concordance nécessaire avec les autres modes de domination, faisant accepter en douceur la situation sociétale de chaque période, quelle que soit la face pyramidale dominante, avec l'intérêt d'ajouter une indispensable dimension morale et mystique à un état de fait politique ou socio-économique, ce qui, en l'absence de maturité culturelle et démocratique minimale de la plupart des populations, s'est avéré profitable par défaut, du moins en termes de relative paix civile. Par ailleurs, loin d'être nécessairement corrélé au totalitarisme ou à l'absolutisme, ni même effacé des actuelles sociétés laïques et pseudo-démocratiques, la plupart des religions, dans la seule proportion de leurs valeurs morales humanistes et universelles, jouent toujours un rôle très positif, ne serait-ce qu'en tant qu'héritage culturel, nonobstant les abus politiques et socio-économiques qu'elles peuvent hélas promouvoir et justifier souvent, sous l'effet de principes sectaires et intolérants associés à des intérêts bassement temporels. Cela étant dit, dans l'espace libéré par le grand écart collectif qui fait périodiquement basculer les sociétés de l'anarchie relative de leur décadence à la quasi-dictature, via l'éloignement maximal des plateaux d'une certaine balance, toutes les nuances imaginables de démocratie relative se trouvent historiquement déployées, sur la base de principes et autres usages préférablement adossés à l'une des faces pyramidales, sachant que, dans la réalité, même les autocrates les plus égocentriques des dictatures survolées plus haut ne sauraient gouverner sans associer une classe dominante cooptée. Les systèmes intermédiaires, qualifiables de pseudo-démocratie pour résumer les choses,
correspondent en toute logique aux périodes dites de paix et d'épanouissement sociétal relatif, et donc à des tentatives de rapprochement et de stabilisation dynamique de la distance séparant les deux plateaux sociétaux, lesquels, rappelons-le, traduisent la dualité société-individu ou la binarité public-privé. Sous maintes nuances subtiles d'appellations peaufinées par les historiens et autres universitaires, les idéologies couvrant tout cet espace reflètent des situations historiques fort différentes et plus ou moins respectueuses de l'intérêt général, sachant que les fragiles équilibres institutionnels, faute de solutions délodistes et bi-économiques, dépendent surtout de l'intuition, de la conscience sociale et de l'honnêteté des classes dirigeantes sur les quatre faces de l'édifice, solutions par défaut d'autant plus aléatoires que les ensembles concernés sont plus grands, plus éloignés des citoyens et plus centralisés. Dans la pratique, et hormis quelques exceptions d'envergure très limitées en termes démographiques autant que géographiques, il apparaît que toutes les idéologies prédélodistes dominantes imposent des usages politiques trop peu démocratiques pour être légitimes, dès lors que le pouvoir, quasiment toujours minoritaire, ne saurait être représentatif de l'ensemble des citoyens dans leur exacte proportionnalité. Pour ne pas répéter vainement les observations déjà largement suffisantes des livres précédents de ces réflexions, le plus utile ici consiste à remarquer que l'existence de quelques idéologies politiques minoritaires au sommet de la plupart des sociétés d'aujourd'hui, même soi-disant démocratiques, est la cause première d'une lutte politique permanente impliquant, par le biais de contre-idéologies, une inépuisable diversité d'options politiques systémiques dont la caractéristique commune est, hélas, d'être toujours parcellaires en proportion de leur partialité. D'un point de vue tempérant, en effet, les éternels débats d'ordre politico-idéologique, de même que leurs solutions opposées en matière de stratégie économique, sociale ou culturelle, résultent de ce que l'on pourrait appeler ici l'absolutisme monosystémique, en ce sens que pour cause d'indivision ou de confusion interdomaniale, la quasi-totalité des citoyens se trouve privée de toute existence politique effective dans la gestion d'un domaine public en quelque sorte privatisé par la minorité dominante, tandis que sur le plan socio-économique, les inégalités et les violences intrinsèques vitales du marché alimentent la dramatisation des enjeux sociétaux. Tout monosystème, c'est-à-dire toute société encore incapable de clarifier la distinction des natures individuelles et sociétales en équilibrant à 50% les domaines publics et privés, d'associer à égalité chacun des citoyens dans la participation aux moyens économiques, en termes minutaires, comme aux finalités politiques du domaine public, et de libérer chacun de ces mêmes citoyens dans l'espace de son propre domaine privé, dans le sens également minutaire de ce terme, se trouve condamné à osciller sans cesse de part et d'autre de l'équilibre optimal, en amplifiant constamment ce balancement alternatif jusqu'aux excès de situations flirtant tantôt avec l'anarchie, tantôt avec la dictature, pour finir sous une forme ou une autre de violence généralisée. Au contraire de cela, la solution délodiste et bi-économique s'offre comme l'unique possibilité d'édifier un cadre idéologique systémique, enfin stabilisé et apaisé, non seulement en termes de nature politique, mais surtout, et plus encore, en matière d'efficacité institutionnelle et administrative, sans ralentir ni bloquer les améliorations ressenties comme nécessaires par la majorité des citoyens, elles-mêmes logiquement issues d'innovations ou d'évolutions minoritaires. Il apparaît donc que les nuances idéologiques systémiques prédélodistes sont l'expression d'organisations bancales ou incomplètes, faute d'inverser la flèche hiérarchique du pouvoir politique dans le bon sens ascendant, de la commune jusqu'à l'État, en incluant dès le départ, et aussi directement que possible, l'ensemble des citoyens adultes. De fait, l'absence cruelle de solutions techniques universellement légitimes concernant les rouages institutionnels entraîne l'appropriation minoritaire du pouvoir politique, et par conséquent, le conflit permanent d'options partiales et dès lors partielles, toujours incapables de trouver le dénominateur commun égalitaire susceptible de recouvrir entièrement la face politique de la pyramide sociétale en associant tous les citoyens, ce que seule la démocratie locale directe, semi-référendaire et dûment ascendante permettra bientôt d'obtenir. De même, faut-il remarquer que cette stabilisation politique démocratique, condition de tout apaisement sociétal, doit s'enraciner,
se fonder sur l'ensemble des droits et devoirs socio-économiques minimaux du bi-économisme en tant que condition préalable, sociale et matérielle, de l'existence politique de chacun, faute de quoi la justice et les droits politiques ne sont hélas, comme jusqu'à présent, que purs mensonges ou vaines illusions. Enfin, et en liaison directe avec ces réflexions touchant au cadre systémique et aux idéologies politiques correspondantes, force est de se concentrer aussi sur les notions également idéologiques de centralisme et de localisme, non seulement dans le sens institutionnel déjà débattu, mais surtout du point de vue des initiatives et de leur application. Il faut en effet distinguer ici, d'une part, l'envergure républicaine du pouvoir démocratique en tant que surface géographique, démographique et plus encore culturelle, regroupant communes et départements en un seul pays, s'agissant ici du cas des Français, et d'autre part, l'espace démocratique minimal que définit la commune, voire le quartier ou village, au plus près de tous les citoyens. En cette matière, les monosystèmes habituels, dictatoriaux, oligarchiques ou pseudo-démocratiques, s'imposent par le haut selon la verticalité descendante déjà remarquée, impliquant quasi systématiquement une centralisation abusive et inefficace, en tout cas du point de vue du citoyen, pour finalement lui dicter des lois la plupart du temps minoritairement favorables, en contradiction partielle ou totale avec la légitimité universelle, ce qui rend tous ces systèmes politiques beaucoup plus proches des dictatures que de la démocratie, à l'instar de la Ve République toujours plus présidentialiste du cas français. Une envergure républicaine consistante est toujours souhaitable en tant qu'occasion d'accroître une population intelligemment répartie et, plus encore, les ressources disponibles pour le partage minimum-maximal, sans oublier l'effet sécurisant d'une souveraineté sociale, économique, culturelle et politique d'autant plus accomplie, mais à la seule condition que les décisions stratégiques dans ces 4 dimensions soient sous le contrôle le plus direct des citoyens via les communes et départements, concernant le même cas d'école, qu'il s'agisse d'initiatives et autres propositions à visée locale ou nationale. Moyennant ces précautions, qui fondent la définition même du délodisme, les initiatives proviendront des citoyens aux divers étages institutionnels, en restant validées par le principe de la majorité directe, absolue ou relative selon les choix constitutionnels, tandis qu'une forme de localisme politique rendra chaque commune directement responsable de l'application de la loi républicaine devenue démocratique, à l'opposé de la centralisation habituelle de l'anti-modèle français. Les décisions résultant des débats et des expérimentations locales dessineront l'ellipse logique du trajet d'un boomerang parfaitement maîtrisé, dont la course dépendra ici de l'envergure et de l'intérêt plus ou moins universel des projets ou propositions, d'un quartier-village à lui-même au minimum, d'une commune à elle-même plus fréquemment, mais aussi sur une échelle intercommunale ou départementale, le cas échéant, et jusqu'à l'échelon suprême de la République, sitôt qu'une utilité de nature nationale se trouvera dûment avérée. Le délodisme bi-économique sera à même de pérenniser une constitution démocratique constamment et pacifiquement évolutive, en lieu et place de la raideur ou de l'inflation réglementaire et administrative dont tous les monosystèmes politiques font preuve, ce qui correspondra à la meilleure réponse possible propre à résoudre les interminables conflits idéologiques qui opposent, entre autres choses, le centralisme au régionalisme. Cela supprimera le fameux hiatus et les contradictions engendrées par les pseudo-démocraties, en répondant avec souplesse aux besoins d'équilibrage structurel des tensions opposant jacobins et girondins s'agissant du cas d'école français, et cela avec d'autant plus de certitude que ces 2 visions sociétales en deviendront toujours plus complémentaires, en se répartissant enfin les pouvoirs de décision comme les responsabilités d'application selon une justesse mesurable et une justice inégalable. Ainsi peut-on être assuré que le délodisme bi-économique fera exister chaque citoyen adulte en tant que co-décideur politique, apaisé par sa sécurité socio-économique et conscientisé par le partage culturel d'une éducation minimale commune jusqu'à l'âge de 16 ans, tandis que cette idéologie exhaustive, socio-économique, culturelle et politique sera bien plus qu'une simple construction mentale parcellaire, puisque sa quadruple dimension inclura tous les citoyens, résumant et filtrant les meilleures valeurs de la totalité des idéologies systémiques précédentes,
pour les additionner en toute transparence, ce qui simplifiera d'autant les procédures institutionnelles bancales et le plus souvent corrompues qui paralysent les sociétés monosystémiques d'aujourd'hui. En réalité, il ne s'agira plus d'idéologie contingente, culturellement limitée dans le temps ou dans l'espace, mais d'une véritable objectivation universelle des principes démocratiques, résultant de la nature scientifique propre à l'analyse minutaire et à l'équilibre biéconomique, que pourront bientôt confirmer toutes les recherches et observations de l'avenir sur les 4 dimensions sociétales afférentes. Cela n'a rien de surprenant, après tout, puisque c'est toujours la science qui réconcilie les humains, sachant que, peut-être pour la première fois dans l'histoire, ladite science pourra s'appliquer aux sociétés des terriens et pacifier d'autant leurs puériles contradictions, en les élevant au statut de tempérants, seul progrès digne d'intérêt pour savourer le bien-être de la paix. Dans la mesure où les conflits idéologiques systémiques seront rendus caducs, l'ère délodiste marquera bel et bien un tournant décisif de l'histoire, à minima en tant qu'idéologie finale et universelle, peu ou prou indépassable, car plus objective que tout autre, si l'appellation de science choque encore certains esprits, et une justice enfin mesurable sera définitivement inscrite à l'avenir, supprimant de facto l'extrémisme sociétal pendulaire et ses violences incessantes, y compris le besoin de révolution. Car une fois installées les conditions politiques de l'équilibre délodiste et biéconomique, aucun travers systémique ne fera plus risquer le moindre effondrement sociétal, en particulier grâce à la stabilisation du domaine public et à la libération authentique de son pendant privé, selon la proportion paritaire que suppose tout équilibre binaire vital. En prime, les réflexions précédentes donnent intellectuellement les moyens de redéfinir plus objectivement bien d'autres idéologies ou concepts collectifs déformés par les excès politiques de toute société monosystémique prétempérante, en aidant enfin à distinguer le bon du mauvais au sein des valeurs qu'elles sous-entendent. Le nationalisme tempérant, en tant que partage d'une conscience collective concrétisée par une souveraineté minimale et quadrifaciale, se verra culturellement légitimé grâce à l'universalité objective des principes démocratiques qui fonderont les futures sociétés, en se libérant d'autant de toute déviance suprématiste et violente, de la moindre sclérose culturelle ou arrogance colonialiste, à tel point que la tempérance délodiste et biéconomique deviendra bientôt le dénominateur commun le plus précieux de tous les citoyens et peuples concernés. La valeur suprême, digne d'être défendue par les armes en cas de besoin, bien au-delà de la relativité contingente et pour autant respectable des cultures dans ce qu'elles comporteront de compatible avec cet universalisme, ce qui se traduira, jusqu'à l'échelon planétaire, par des relations internationales enfin plus apaisées, au fur et à mesure que chaque société humaine se tempérera grâce au délodisme biéconomique. Là se trouve bel et bien le vrai patriotisme humaniste et dès lors internationaliste, commun à tous les peuples de la Terre, dont la soif de paix potentielle a été jusqu'à présent détournée par les monosystèmes pseudo-démocratiques et autres dictatures, tandis que l'avenir encore plus prometteur d'une sorte de fédéralisme intersociétal, respectueux de différences qui ne seront plus jamais des inégalités vitales, pourra associer équitablement les futures sociétés tempérantes, procurant par là sa pleine signification à l'expression de citoyens du monde, sans la moindre contradiction entre la pacification planétaire et l'autogestion la plus locale possible. 3. Libéralisme et capitalisme versus socialisme et communisme. En tant qu'opposition de système politique ou d'idéologie, le couple infernal que constitue le capitalisme libéral d'une part et le socialo-communisme d'autre part souligne plus clairement encore les déséquilibres mortifères de toutes les sociétés prétempérantes, sachant qu'en réalité, ces options institutionnelles et culturelles peuvent revêtir l'aspect de dictature, d'oligarchie ou même de pseudo-démocratie, non sans se construire sur une forme ou une autre d'anarchie organisée, puisque toute gouvernance minoritaire se pérennise et se consolide par le biais de divisions ou violences intra- et extra-sociétales. L'histoire a déjà largement démontré que le capitalisme ultralibéral débridé impose une loi du marché par trop inégalitaire, tandis que symétriquement, le communisme ou socialisme absolu, structurellement hyper-centralisé,
n'est qu'un prétexte à établir maintes dictatures. Ainsi trouve-t-on d'un côté, au titre de la spontanéité historique la plus empirique et confuse, des sociétés avant tout économiques dont le gouvernement s'apparente à une pure et simple gouvernance commerciale ou financière, et de l'autre côté du miroir, des sociétés surpolitisées et dogmatiques sous la forme d'administrations centralisées à outrance, avec dans les deux cas une comparable domination minoritaire, de classe, de caste ou de parti, dont les peuples font toujours les frais, puisque ces derniers se trouvent dès lors bloqués au-delà ou en deçà de l'équilibre bisphérique ou interdomanial, tandis que l'existence de chaque citoyen est contrainte par la même hiérarchie de pouvoir vertical descendant, tout autant qu'aliénée dans ses droits par la confusion monosystémique d'une double nature sociétale impossible à vivre. Dans la pratique, on sait que la plupart du temps, et hormis le gel absolu de certains régimes totalitaires, le réalisme historique a tendance à imposer un bisphérisme tout relatif, obligeant les régimes politiques communistes à tolérer un marché plus ou moins libéral, tandis que les sociétés capitalistes ont dû développer un État-providence relativisant leurs abus sociaux les plus criants, ce qui aboutit de facto à une majorité de situations pseudo-démocratiques traduisant maladroitement la quête obligatoire de l'équilibre bisphérique tendanciel. Comme déjà remarqué à travers les deux premiers tomes de ces réflexions, le nœud gordien opposant violemment les pôles politico-idéologiques précités valide plus que jamais la thèse délodiste et bi-économique, puisque celle-ci définit bel et bien les conditions mesurables d'une partition-répartition enfin équitable entre ces deux tendances complémentaires, corroborant leurs pertinences historiques réciproques, mais hélas incomplètes, car jusqu'à ce jour confusément exclusives l'une de l'autre, et supprimant enfin leurs excès symétriques et leur apparente incompatibilité grâce à la juste mesure du minimum-maximum bi-économique, lequel va de pair avec la solution politique du bicentrisme équilibéral. Dès lors, et s'agissant de la dimension proprement culturelle du débat politique, il est plus utile d'analyser ces tendances idéologiques sous l'angle d'une pensée politique de droite ou de gauche, la première réclamant toujours moins d'interférences étatiques, sauf lorsque l'État se laisse privatiser, tandis que la seconde veut socialiser ou mutualiser un maximum de richesses. Pour autant, cette distinction paraît quelque peu aléatoire, à en croire les nuances infinies qui différencient les multiples partis politiques présents à chaque occasion électorale, et d'autant plus que les actes éventuels des élus sont loin de correspondre aux discours qui les ont précédés. Certes, il est ici notoire que des décisions d'ordre typiquement social, impliquant l'humain, le temps et la solidarité, sont a priori de gauche, en contraste avec la nature économique, comptable et individualiste d'une pensée de droite, ce qui finit par catégoriser les citoyens en deux camps d'une clarté toute relative. Pour autant, on ne saurait se laisser abuser par cette trop facile classification d'un point de vue tempérant, dans la mesure où l'on peut affirmer que chaque être humain est en réalité égalitairement de droite et de gauche, dans une proportion objectivement équilibrée, et ce, nonobstant les apparences culturelles, tant historiques que géographiques, qui peuvent induire un latéralisme préférentiel. Car seules ces dernières circonstances font en réalité pencher chaque balance individuelle ou collective d'un côté ou de l'autre de la frontière idéale que chacun recherche, consciemment ou non, tant il est patent que l'on se définit ou se considère de droite ou de gauche en fonction directe de son propre vécu, de sa culture, de sa position dans la société, voire du contexte politique de celle-ci, selon un jeu, au sens mécanique de réglage bancal, qui n'exclut pas plus les exceptions que les règles psychosociologiques. À titre d'exemple, on est plus facilement de gauche lorsqu'on se sent brimé, exploité, trahi et frustré dans son existence par un système d'exploitation peu ou prou capitaliste, ou bien lorsque culturellement, malgré une aisance certaine, on se préoccupe de la misère des autres et des injustices qui la suscitent, à l'exception de certains politiciens opportunistes et simulateurs. De la même manière, se ressentent comme étant de droite les citoyens plus chanceux, socialement bien placés par la naissance ou l'hérédité, et plus encore encouragés par un milieu éducatif privilégié, ou ceux qui, partant de plus bas, tracent à leur façon une réussite socio-économique, culturelle ou politique, correspondant aux critères sociétaux du moment.
Force est d'en déduire que les options en question ne sont la plupart du temps pas choisies, puisqu'elles résultent d'un manque d'équilibre plus ou moins imposé par les circonstances socio-économiques et culturelles, au point de dicter des comportements eux-mêmes trop souvent abusifs, propres à simplifier les opinions et autres positions en ne privilégiant qu'un côté de la double nature de chacun. Il ne faut voir là que le résultat politico-idéologique des sociétés prédélodistes, dont l'intempérance pousse les individus et les groupes au conflit caricatural permanent, divisant d'autant la population en deux troupeaux plus facilement manipulés par les minorités surdominantes. C'est de cette façon que tous les déséquilibres sociétaux et leurs injustes inégalités se reflètent jusque dans l'inconscient politique de chaque citoyen, sous la forme d'une préférence réactive qui exprime aussitôt, hélas toujours en creux, un réel manque de conscientisation objective de la double nature qui définit les individus grégaires. Les sociétés monosystémiques suscitent constamment des injustices vitales qui nourrissent donc la transposition politique des frustrations sous forme de sectarisme aveugle de gauche ou de droite, sur fond logique de jalousie de la part des uns et de crainte d'être spoliés de la part des autres, ce qui traduit idéologiquement la violence sociétale d'un système faussé par l'absence d'équilibre bisphérique optimal et universalisé entre tous les citoyens. Cela a pour triste conséquence de réduire le débat politique à de vaines oppositions, aboutissant tout au plus à la simple inversion des rôles en cas de révolution ou autre alternance de pouvoir, via l'effet pendulaire excessif déjà noté, sans résoudre pour autant l'équation duale de notre humanité, ni changer quoi que ce soit aux surdominations minoritaires, tandis que les politiciens carriéristes de tous bords en profitent pour se gaver de privilèges et d'emplois fictifs cumulés, démontrant à quel point la République sans démocratie n'est que la monarchie empire. Le sempiternel débat droite-gauche, qui permet si bien de classer les citoyens en bons et méchants ou inversement, pour le plus grand profit des minorités dirigeantes, trouvera sa solution définitive en même temps que son apaisement le plus légitime par la double solution que ces volumineuses réflexions proposent, dès lors que la population entière des adultes participera à part égale à toutes les initiatives, les décisions et les applications de la loi commune via le délodisme, sur la base de l'égalité vitale propre à la partition-répartition bi-économique. En effet, puisque cette évolution permettra à chacun d'être citoyen à part égale en jouissant enfin de la même sécurité matérielle et sociale universelle, les différences de parcours se verront légitimées, et de ce fait, le vain duel opposant la droite et la gauche n'aura plus lieu d'être, ce qui supprimera le gaspillage d'énergie que constituent les débats stériles des sociétés prétempérantes, dont les violences verbales alimentent la haine jusque dans les manifestations, ce vaste gâchis étant par ailleurs le lot de notre humanité, aussi longtemps que les droits et devoirs vitaux de chaque citoyen ne se verront pas respectés et assumés sur les quatre faces d'une certaine pyramide. Chaque néo-citoyen aura conscience de maîtriser à part égale les deux moitiés sociétales de sa double nature, ce qui induira l'apaisement des débats politiques par la prise en considération permanente des deux sources de bien-être légitimes que forment l'égalité minimale et la liberté maximale grâce au minimum-maximum, le vrai paradoxe étant que c'est l'indivision confuse des sociétés prédélodistes et monosystémiques qui sépare toujours plus violemment les humains, alors que la partition-répartition les unira dans la paix sans plus jamais mélanger leur double essence sociétale, qu'il s'agisse de chaque citoyen ou de la communauté républicaine. Chacun pourra enfin prendre conscience d'être tout autant de gauche que de droite, en tant que personne sociale et individu privé, comme en tant qu'onde sociétale et élément particulier unique, grâce à la double existence qui lui sera ainsi garantie par le seul droit-devoir universel de sa naissance au sein d'une vraie société devenue humaine et tempérante. Le délodisme bi-économique sera donc la planche de salut de l'humanité et de son environnement terrestre, en répondant autant aux comportements contradictoires et excessifs de chaque citoyen qu'à la lassitude très largement majoritaire des électeurs otages d'aujourd'hui devant l'impasse frustrante d'un pseudo-choix entre droite et gauche, à l'exception, toute provisoire, des militants embrigadés par tant de partis politiques réduits à de simples supports d'ambition individuelle ou clanique. En résumé, l'idéologie authentiquement objective du délodisme bi-économique,
qu'une validité universelle fait apparenter à une science humaine digne de ce nom, permet d'assainir le vain débat entre droite et gauche, comme entre libéraux-capitalisme et socialo-communisme, tant grâce à l'addition des avantages de ces idéologies prétempérantes qu'à la soustraction définitive de leurs inconvénients sectaires et aliénants, ce qui corrobore une fois de plus l'effet unificateur et filtrant de la solution quadridimensionnelle proposée par la tempérisation systémique en jeu. Ainsi peut-on observer qu'en regard des progrès conceptuels induits par le délodisme bi-économique, les idéologies politiques ci-dessus étudiées révèlent les limites d'une partialité et d'un exclusivisme, qui condamnent ces opinions à ne recouvrir que la moitié de la face pyramidale qui leur correspond, tandis que la balance sociétale se bloque alternativement du côté d'un seul plateau jugé électoralement préférentiel par défaut, via une minorité devenue surdominante, sous l'effet si déstabilisant de tout monosystémisme confus. 4. Idéologie intrasociétale et débat citoyen. Après ces multiples observations concernant les idéologies les plus caricaturales et leur nature oscillatoire en contexte prédélodiste, il reste à considérer ici, via les relais fonctionnels et hiérarchiques de tout pouvoir, les principaux contenus et ressorts des indispensables débats que chaque histoire sociétale suscite, afin d'apprécier les progrès promis par la solution tempérante, s'agissant des interactions entre majorité et minorité, autrement dit, de la dynamique culturelle régissant de facto la nécessaire concurrence entre idéologies intrasystémiques. Comme on peut s'en douter, la légitime appropriation populaire du pouvoir, en tant que définition même d'une néo-démocratie aboutie, remplacera la politique politicienne par des débats politiques de fond auxquels participeront les citoyens volontaires, au même titre que les organisations associatives, syndicales, partisanes ou lobbyistes, sur la base d'une transparence et d'une permanence routinière qui permettront de démystifier à jamais le spectacle de tout pouvoir, pour n'en conserver que l'authenticité démocratique, en se libérant de la personnalisation des rôles politiques et de l'illégitime professionnalisation clanique des classes dirigeantes prédélodistes en matière de responsabilité publique. Les débats de l'avenir ne concerneront plus que des mesures à prendre ou non, d'ordre tantôt social, économique, culturel, organisationnel ou politique, sur la saine base d'opinions et d'expertises expérimentalement vérifiées dans toute la mesure du possible, en lieu et place du showbiz médiatico-politicien et des pathétiques ambitions individuelles d'égos surdimensionnés, structurellement suscités par les systèmes électoraux. Qu'il s'agisse en effet de propositions ou de projets d'origine citoyenne, communale, départementale ou même nationale, la transparence et la proportionnalité pétitionnaire autant que décisionnelle, associées à la collégialité de toute responsabilité, seront les meilleures garanties du respect intégral de la volonté démocratique, ce qui permettra, tant via les argumentaires citoyens officiels que par le biais des médias, de centrer enfin le moindre débat sur son objet le plus concret, sans aucun risque de diversion futile ou perverse, de façon tolérante et pacifique, à l'opposé de la com si vitale aux stars politiques prédélodistes, dont les discours sont biaisés par le calcul électoraliste, quand ils ne sont pas démentis par l'action, trop souvent dans l'intérêt d'une minorité, aboutissant à une vacuité de fond proportionnelle à la radicalité de la forme. Les partis politiques, toujours essentiels en tant qu'expression de la liberté de se regrouper idéologiquement pour forger des propositions plus élaborées que celles d'un simple citoyen isolé, ou insister sur telle ou telle revendication, minoritaire ou non, jugée prioritaire, deviendront des forums démocratiques, au lieu de servir des ambitions individuelles de domination illégitime. Et par le biais de cette indispensable mutation, les futurs leaders idéologiques, loin d'être les bonimenteurs démagogues d'aujourd'hui, seront des hommes et femmes de conviction, dont seules les idées désintéressées et démocratiquement profitables pourront attirer une foule de suiveurs désormais convaincus par la raison et l'intellect, au lieu d'être manipulés par l'affect. Ceux qui ont une vision novatrice et les moyens d'animer des recherches utiles allant dans le sens d'un réel progrès sociétal, quelle que soit la phase pyramidale concernée, se verront spontanément encouragés à communiquer, et ce, d'autant plus que les idées promues seront le fruit d'expériences locales ou régionales en tout point probantes,
ce qui traduira le nouveau rôle des partis politiques en tant que vecteur d'une saine contagion de créativité, en lieu et place des détournements et blocages que suscitent les cercles sectaires dirigeant la plupart des structures partisanes prétempérantes. À la différence de la situation présente, tout citoyen inspiré pourra devenir un leader utile, indépendamment de ses moyens financiers ou matériels, dès lors que de réels progrès sociaux, pratiques, culturels ou politiques seront à la clé, ce qui n'empêchera nullement d'autres citoyens, devenus puissants dans la sphère économique et financière, de faire valoir leur point de vue et proposer leurs projets, même par le biais de lobbies, voire de syndicats ou toute autre forme associative, sachant pour autant qu'il ne leur sera plus possible de dominer à eux seuls, ni de corrompre en aucune façon le bien commun inaliénable de l'espace politique. Cela permettra enfin aux leaders économiques responsables, animés par le vrai partage de leur passion dans l'intérêt général, de fleurir sur le champ du débat d'idées sans s'en faire expulser par la concurrence déloyale et manipulatrice d'homologues mal intentionnés, puisque seules les idées majoritairement profitables seront politiquement filtrées. Ainsi, les fameux premiers de cordée de la face économique se légitimeront totalement en se rendant politiquement utiles à la société humaine qui les enrichit, selon leur part égale de participation minimum-maximale, ce qui leur fera endosser à nouveau le noble pouvoir sociétal d'une forme de néo-paternalisme légitimé. En effet, leurs compétences hors pair sur le terrain économique et technologique en deviendront plus pertinentes que jamais au sein du débat politique, sachant que l'équilibrage bidomanial définira enfin les limites objectives de leur influence légitime, sans restreindre injustement l'étendue totale et variable de leur vraie surface financière individuelle. De la même façon, le syndicalisme, perçu en tant qu'idéologie intrasystémique de type corporatiste, se verra utilement refondu, tout en perdant son utilité vitale en raison de la garantie citoyenne et de son revenu ou salaire universel, pour se concentrer sur l'amélioration des conditions de travail et la prise en compte des propositions de chaque base professionnelle, tant publique que privée. Enfin doté de rouages et modes décisionnels devenus démocratiques, et soulagé du fardeau de défendre des salariés employés qui ne seront désormais plus jamais menacés sur l'essentiel, le syndicat du futur devrait idéalement inclure tous les professionnels de telle branche ou tel secteur, et participer aux progrès humains concernant surtout le mode de vie au travail, afin de codéterminer avec l'employeur les conditions de rythme de travail et de productivité, en stimulant les moindres idées d'amélioration qualitative ou quantitative que l'expérience de tant de salariés ou employés peut faire partager, sachant que l'environnement systémique du délodisme bi-économique induira l'équilibrage d'un respect enfin mutuel entre les deux parties du contrat d'embauche, grâce à la revalorisation objective du dit travail vis-à-vis du capital, elle-même induite par les conditions minutaires des droits et des devoirs de la garantie citoyenne. La responsabilisation politique des citoyens, sur les trois étapes que représente le débat, la prise de décision et le contrôle a posteriori de chaque mesure ou projet, simplifiera au minimum organisationnel nécessaire l'ensemble des structures politiques, administratives et même juridiques, en rendant plus directe que jamais la volonté majoritaire, ce qui supprimera d'autant la pléthore de pseudo-institutions de contrôle et autres juridictions non élues, dont la suprématie actuelle, même vis-à-vis d'élus bien trop peu représentatifs, s'avère contraire aux principes démocratiques. De ce fait, la moindre décision politique d'envergure se prendra sous forme citoyenne et proportionnelle directe ou déléguée par tirage au sort sociologiquement représentatif, quel que soit l'étage d'où émanera l'initiative. Dans ce but, la Constitution délodiste devra établir les conditions institutionnelles des débats devant précéder les décisions politiques majeures, en tant que dimension proprement culturelle de la pyramide sociétale, afin de réguler et surtout de préserver les relations entre minorité et majorité, non pas tant en matière de partis politiques, puisque ces derniers seront sur un pied d'égalité avec n'importe quel citoyen concernant du moins les propositions citoyennes, mais plutôt pour s'assurer qu'à l'occasion du moindre débat, toutes les opinions dûment argumentées puissent s'exprimer de façon à la fois simple et claire, en étant constamment mises en perspective par leur proportion de suiveurs pétitionnaires. Il faut aussi rappeler et souligner que ce nouveau cadre de débat républicain
suscitera des majorités facilement plus larges que celles des faux choix électoraux et personnalisés de la politique politicienne des pseudo-démocraties. Car il ne s'agira plus que de dire oui ou non à des propositions concrètes, déjà expérimentées de façon aussi locale que révélatrice, ce qui permet d'affirmer ici que même l'adoption collective de projets ou de propositions minoritaires probantes dépassera très largement les 50% nécessaires sitôt qu'elle paraîtra majoritairement justifiée, évitant ainsi les risques de confusion décisionnelle à quasi-égalité de pourcentage, de même que la soi-disant dictature de la majorité lorsque celle-ci paraît trop courte. En contexte délodiste, l'assise citoyenne et majoritaire de toute décision politique ne saurait dériver en dictature, et ce, d'autant moins que ce nouveau cadre sociétal favorisera toujours les mesures les plus universellement profitables, en conséquence très logique de sa fondation socio-économique minimale, égalitaire et enfin apaisée. Cela favorisera également la communication et la compréhension des droits et intérêts minoritaires respectables, c'est-à-dire compatibles avec les valeurs démocratiques universelles de la loi et respectueuses de la légitimité de celle-ci. Le besoin de vaine multiplication de contre-pouvoirs faussement indépendants laissera place à la simplicité de gestion la plus directe que l'on puisse imaginer, tandis que l'opacité de l'information statistique, si typique des sociétés minoritairement dominées, n'aura plus la moindre raison d'être, les citoyens assurant eux-mêmes leur comptabilité et leurs analyses factuelles via les communes. Tout en respectant par ailleurs la liberté d'expression des médias associatifs, privés et individuels, la néo-parole publique, en particulier dans le cadre des propositions citoyennes, sera constitutionnellement encadrée dans le but d'interdire les insultes et de promouvoir les participations et autres opinions argumentées par un minimum d'information ou d'expérience sous le contrôle de chaque commune, elle-même devenue intégralement citoyenne. Les sondages ne sauraient être interdits, à condition de respecter des garanties d'ordre statistique plus sévères qu'aujourd'hui, mais il est à remarquer que leur fiabilité toute relative, s'agissant d'enquêtes d'opinion trop facilement manipulables par le choix des questions et de leur formulation, leur fera constamment perdre du terrain face à l'efficacité pétitionnaire factuelle des adhésions aux propositions citoyennes, ce qui restreindra d'autant l'influence des sondeurs manipulateurs concernant du moins le champ trop sérieux du débat citoyen. Ainsi, sans nullement se substituer aux libres prérogatives de journalistes plus indépendants que par le passé, la parole publique deviendra simultanément citoyenne et responsable, car désormais représentative des véritables proportions d'opinion entre la majorité et la ou les minorités concernant le moindre sujet de fond, et ce, en parfaite transparence et continuité évolutive. L'information des citoyens, en tant que préalable de toute délibération, en complément des expertises issues de rapports d'expérience, n'en deviendra dès lors que plus complète et accessible, afin d'aboutir quasi automatiquement aux meilleures décisions majoritaires possibles, du moins selon le lieu et le moment considérés. Le « la » de la nouvelle symphonie sociétale sera dès lors donné par les citoyens eux-mêmes grâce à leur participation sur les sites officiels de propositions citoyennes, avec double sécurisation sous une forme ou une autre de bulletins papier ou d'affichage décodable en mairie, si cela s'avère nécessaire. Et tous ces médias communaux ou départementaux serviront d'étalon ou d'exemple aux autres supports de libre expression, privés, individuels ou associés, ce qui participera mécaniquement au nécessaire assainissement des contenus et autres langages médiatiques, y compris sur Internet. Il est dès lors facile de comprendre à quel point ce nouveau cadre sociétal de communication entre citoyens apaisera le contenu même des idées formulées et des idéologies qui les nourrissent, puisque toutes les opinions constructives y seront représentées dans leur exacte proportion du moment, et que chaque citoyen pourra y adhérer ou non en observant, au jour le jour, s'il le souhaite, l'évolution de ce qui l'intéresse. De plus, le dit citoyen sera par ce biais libéré du besoin ou de la tentation trop facile de se plier à une idéologie toute faite, à la façon d'un menu imposé via la pseudo-cohérence de préjugés réactifs dont les raccourcis plus émotionnels que réfléchis suscitent les amalgames par la caricature de quelques ennemis boucs émissaires. 5. Idéologie et violence systémique. En observant ainsi les idéologies majoritaires ou minoritaires des sociétés prétempérantes,
force est de constater à nouveau que leur point commun est d'être aussi partiels dans l'étendue de leur contenu que plus ou moins violentes dans leur forme d'expression, en raison même de l'absence de démocratie authentique et de justice socio-économique. De fait, le manque d'équité qu'entraîne toute domination minoritaire ne peut que susciter une forme de guerre idéologique permanente, interne à chaque société prédélodiste, sans oublier la transposition ou exportation de cette violence sociétale sous la forme de conflits internationaux. Tout accès minoritaire au pouvoir est en effet assimilable à une violence et ne peut se pérenniser qu'en se renforçant aux dépens de la majorité des citoyens, polluant ainsi les débats politiques en faisant des combats réciproquement destructeurs, aussi caricaturaux que partiaux, interdisant toute accession à la juste complémentarité des points de vue en cause. C'est ainsi que la tare monosystémique des sociétés prédélodistes, et plus encore sa captation politique minoritaire, suscite logiquement de multiples contre-idéologies fondées sur l'exclusion autant que sur la lutte réactive, sur fond d'intérêts de classe plus ou moins bien assumés, ce qui construit de façon biaisée, puis déconstruit tôt ou tard, la société comme un puzzle fragile et de plus en plus mal découpé, multipliant les doublons et autres pièces manquantes. Le fait d'être en situation de confusion systémique et de sous-représentation citoyenne explique la nature contradictoire et mortifère des idéologies prétempérantes envers la paix sociale, puisque le but des protagonistes est peu ou prou de détruire l'adversaire sociétal pour le remplacer au pouvoir et s'imposer tout aussi illégitimement, attestant par là le manque d'universalisme du corpus d'idées défendues. Ce défaut de tempérance inclusive est typique des monosystèmes dictatoriaux ou semi-démocratiques, et du reste parfaitement compréhensible, à l'instar de l'idéologie du syndicalisme ouvrier en réponse aux abus patronaux, tandis que cet état de choses, ce mode opératoire d'une histoire subie, traduit précisément les tensions pendulaires et aléatoires d'une société humaine en quête d'un équilibre jusqu'à présent impossible. Du point de vue politique, l'éclatement idéologique des sociétés constitue la preuve culturelle d'un inachèvement démocratique qu'il est grand temps de compléter sur la base plus objective, voire carrément scientifique, du délodisme biéconomique, en sa qualité minimale d'idéologie exhaustive et d'humanisme tempérant enfin rationnellement basé sur notre double nature essentielle. En réalité, et comme les futurs chercheurs pourront le vérifier, la démocratie locale directe ou semi-directe, dûment fondée sur la partition-répartition biéconomique, n'est autre que la seule condition possible d'un apaisement sociétal définitif, tout aussi mesuré dans son double équilibre que mesurable grâce au minimopti maximum à 50% brut et sa comptabilité minutaire. Les interminables luttes idéologiques prétempérantes ressemblent à s'y méprendre aux disputes des médecins de Molière, hélas plus ou moins charlatans malgré eux, en l'absence de connaissances médicales suffisamment universelles pour être partagées par chacun, ce qui se retrouve à l'échelle sociétale, tant sur le plan des structures constitutionnelles que des partis politiques, ou des décisions stratégiques à prendre au gré des circonstances. La démocratie authentique, c'est-à-dire proportionnelle, directe ou semi-directe par échantillon référendaire, impliquant l'intégralité des citoyens désireux de participer et fondée sur le localisme municipal, est inconsciemment promise depuis très longtemps sans jamais avoir été concrétisée, certes faute de moyens techniques et de maturité citoyenne suffisante par le passé, mais principalement en raison de l'appropriation minoritaire du pouvoir politique, laquelle s'est trouvée favorisée par la confusion systémique des domaines publics et privés. Et il est dommage de constater que l'appellation de démocratie s'est usée au point de se voir dénaturée par l'histoire depuis les Lumières et leur révolution. Sous l'éclairage supplémentaire et révélateur du délodisme biéconomique, les conflits politico-idéologiques apparaissent comme à la fois le résultat et le moteur de maintes violences systémiques pré-démocratiques, en ce sens que les valeurs humanistes de la tempérance politique sont en tout point inclusives, car associant pacifiquement l'ensemble des citoyens à égalité de droits, non plus seulement politiques, mais également socio-économiques et culturels. Il est dès lors totalement vain et injuste de critiquer un principe démocratique qui n'a encore jamais pu se concrétiser en l'absence des solutions raisonnables et rationnelles ici proposées,
mais parfaitement légitime de remettre en cause les pseudo-démocraties monosystémiques dont l'imperfection est patente, dont les fossés sociétaux sont béants sur toutes les faces pyramidales. On peut donc être assuré que le délodisme bi-économique aura pour effet de réduire à néant les tensions politiques et idéologiques habituelles en les transformant en un débat républicain permanent, donnant enfin son plein sens aux faits politiques et à ses actes citoyens, en contraste avec la politique politicienne des partis pris. Il en résultera une fusion des idéologies politiques usuelles en une idéologie démocratique d'essence universelle et humaniste, nonobstant les libres formes culturelles et autres ajustements sociétaux nécessaires à chaque entité nationale. Les conflits seront résolus par la nature tempérante du délodisme, en tant qu'expression et mécanisme de démocratie directe et proportionnelle, alors que sans cette réforme systémique indispensable, le principe électoral, le jeu des partis et l'appropriation minoritaire des postes et privilèges politiques rendent impossible le respect intégral de la proportionnalité au sein des pseudo-démocraties. La nature même du débat politique en sera transformée, puisque l'objectivation des données socio-économiques, assurée par la partition-répartition bi-économique et la scrupuleuse transparence égalitaire de la vie démocratique en contexte délodiste, dépassionneront les affects les plus négatifs pour ne stimuler que les meilleures idées de progrès social autant qu'économique et culturel, transformant le politique en un terrain neutre, un sanctuaire de coopération citoyenne tolérante, promouvant en priorité logique les volontés et décisions les plus largement partagées. En se débarrassant des affects les plus bornés ou exclusifs, l'efficience politique atteindra un niveau sans précédent dans l'ordonnancement des priorités, tandis que la science politique ne s'intéressera qu'au fond des débats citoyens, plutôt qu'aux habituelles manœuvres sournoises et autres stratégies politiciennes et minoritaires. La politique ne sera plus jamais un spectacle aussi désopilant que révoltant, dès lors qu'elle sera devenue, sinon une science, du moins la pratique à la fois transparente et collective du droit de s'autogérer en pleine souveraineté. Tous les principes universels contenus dans l'idéal démocratique pourront enfin se concrétiser dans l'histoire, poursuivant, et sans doute concluant, le cycle révolutionnaire encore inachevé depuis la fin du XVIIIe siècle, selon un processus d'universalisation citoyenne devenu urgent, non seulement pour les sociétés humaines, mais aussi comme condition d'une décroissance relative raisonnée par le partage équitable. Que le délodisme bi-économique soit une supra-idéologie probablement indépassable, car intégralement inclusive, ou une science humaine enfin fiable, car universelle, peu importe après tout, du moment que le progrès assuré pourra tôt ou tard remplacer la guerre par la paix, entre citoyens comme entre nations, selon la maturité de chaque peuple, sachant que la cerise sur le gâteau sera la disparition des conflits internationaux et des idéologies guerrières qui les suralimentent de leur poison. Car le reflet élargi des contradictions idéologiques intrasociétales s'internationalise sous forme de néocolonialisme, d'expansionnisme, d'impérialisme et autres nationalismes agressifs, sous quelque prétexte culturel d'ingérence que ce soit, en simples et désastreuses conséquences extrêmes des injustices quadrifaciales prétempérantes. D'où l'intérêt vital de compter avant tout sur la tempérisation de chaque société humaine et l'association enfin pacifique de ces nations devenues délodistes et bi-économiques, dont l'accession à une forme de majorité planétaire fournira les moyens de promouvoir la paix par la simple contagion de l'exemplarité, grâce à l'universalité des aspirations populaires les plus profondes face aux besoins de justice. 6. Pouvoir, autorité et délodisme tempérant. Le pouvoir citoyen, majoritaire et surtout constitutionnellement respectueux des minorités, ne s'affirmera pas sans remanier de fond en comble l'idée même d'autorité républicaine en matière de respect de la loi, ce qui procurera une nouvelle, et cette fois-ci totale, légitimité à la police, la justice et l'armée, dès lors que les citoyens en seront les pilotes directs ou indirects, selon l'échelle géographique considérée. Au rez-de-chaussée de la démocratie, qui en devient en l'occurrence le sommet par la verticalité désormais ascendante du pouvoir politique, les communes s'autogéreront dans la mesure du possible pour tout ce qui correspond à l'application des pouvoirs régaliens techniquement compatibles avec cet échelon précis,
selon le principe d'autonomie-souveraineté locale, en respectant bien sûr la loi nationale, et ce, d'autant plus facilement que cette dernière sera toujours majoritairement validée. Au gré des besoins locaux, tous les moyens nécessaires en la matière seront fournis par la création des emplois publics correspondants via le département, l'État ou la commune, donc au plus près des besoins de chaque communauté, sachant que les ressources financières correspondantes proviendront soit des impôts-contributions de tous les citoyens, soit d'un investissement par création monétaire contrôlée, si nécessaire, en partant du principe que tout emploi public jugé utile, qu'il s'agisse de fonctions de service ou autre production, mérite légitimement la même création monétaire qu'un emploi privé à but lucratif, même indépendamment des notions d'emprunt ou de prêt, tant il est vrai qu'une société développée de façon tempérante a autant besoin de liens sociaux et de présence humaine que de consommation matérielle, quitte à ce que certaines activités publiques modérément payantes puissent concurrencer ou compléter un marché privé avéré abusif ou absent. Comme déjà précisé, le droit souverain de création monétaire, entre autres via les demandes départementales, complétera le rôle utile des banques privées, en finançant certaines des activités jugées indispensables pour la communauté. L'autonomie et la réactivité locale en seront ainsi maximisées, autorisant une adaptabilité affinée jusqu'aux villages et quartiers urbains, propres à faire participer directement les citoyens locaux en tant que premiers responsables de leur souveraineté immédiate. La mise en commun des moyens sera par ailleurs d'autant plus économe que les citoyens se sentiront directement impliqués, ce qui ne manquera pas de suggérer des milliers de solutions aussi simples que pratiques, trop souvent ignorées ou découragées par une inflation de normes administratives centralisées, lesquelles peuvent être selon le cas inutilement inventées ou injustement détournées, sinon même bloquées, par quelques pouvoirs ou lobbies minoritaires. La police et la justice, a fortiori dans un cadre sociétal très vite apaisé par l'implication minimale égale de tous les citoyens, seront dès lors les représentantes de la société locale ou départementale, au lieu d'être perçues comme les instruments de surveillance et de répression d'un État centralisateur et plus ou moins illégitime, perception nouvelle qui sera confortée par la disparition de toutes les frustrations citoyennes dues à l'absence de démocratie intégrale, de tous les prétextes à révolte ou manifestations violentes d'envergure nationale, telles que les sociétés d'aujourd'hui en font hélas les frais, sans que les minorités dominantes puissent être mises au pas démocratique. À l'opposé du délitement des rapports entre police, justice et population, qui mesure aujourd'hui la gravité de la défiance réciproque et des séparatismes monosystémiques, le cadre délodiste favorisera l'estime mutuelle et la collaboration entre les habitants et leur police ou justice, dans leur propre intérêt le plus direct et concret. Le respect de l'autorité ne pourra qu'en être idéalement stimulé, car une société socialement, économiquement et politiquement juste est en droit d'être exigeante et de sévir en toute transparence, sur la base d'un code pénal affiché d'avance, de barèmes majoritairement établis, et d'une responsabilisation affirmée par le biais de l'éducation commune. La violence légale républicaine aura là les meilleures chances d'être enfin légitime et identique pour tous en fonction des infractions, délits et autres crimes, au lieu de servir de bouclier à des intérêts particuliers ou claniques au-dessus de la loi. Autant dire que le changement de climat sociétal occasionnera un virage à 180 degrés, comparé à la dégradation actuelle des pseudo-démocraties prédélodistes, lesquelles se muent peu à peu en démocratures aussi anonymes que progressives, toujours plus faussement sécuritaires, mais réellement liberticides, sous le double effet de la corruption du sommet pyramidal et des dérives criminelles de sa base citoyenne, lâchement abandonnée aux caïds de banlieue et autres récupérateurs de frustration. Progressivement, sur le fond éclairci d'une confiance méritée par l'évolution systémique et idéologique promise dans ces pages, les futurs citoyens délodistes seront en mesure de savourer la paix civile qu'ils méritent après tant de siècles de tâtonnements historiques plus violents et douloureux les uns que les autres, en maîtrisant enfin les procédés de construction d'une pyramide sociétale cohérente sur ses quatre faces, et pour le plus grand bien de la planète qui les nourrit, non sans développer des relations internationales tout aussi apaisées, au fur et à mesure que les peuples conscientiseront leurs droits et devoirs universels
et fuiront les idéologies qui divisent pour la seule qui réunit. La démocratie et ses valeurs humanistes, identiques en tout temps et en tout lieu. Septembre 2021.